Salut à tous, je me trouve en ce moment au sud des Pyrénées, dans les Jardins Massés. C'est le poumon vert de la capitale de la Bigorre, Tarbes. Alors ici, c'est un jardin unique. Son créateur, c'est le célèbre botaniste tarbais, Placide Masset. Et il a une collection extraordinaire de végétaux. Il y a aussi des chevaux, je ne sais pas s'ils sont ici. Bonjour monsieur. Et ici, les arbres sont parfois centenaires. Ils viennent même des quatre coins du monde. Alors là, je me trouve dans la tour observatoire. Il y a beaucoup de vent, mais je vous assure que la vue est fabuleuse d'ici. On voit tout Tarbes, le pic du Midi, les Pyrénées. C'est donc ici que je vous emmène pour de nouvelles aventures. Il y aura avant tout mon défi sportif, ce sera avec les militaires, mais je vous en dis pas plus. On ira aussi à la découverte d'un lieu complètement insolite et fermé au public. Mais avant, je vous emmène au Haras National pour découvrir les coulisses de ce festival unique. Alors là, j'ai rendez-vous à Equestria. C'est un festival qui a lieu chaque année à Tarbes et les meilleurs chevaux du monde y sont réunis. Et vous allez voir que je ne mens pas. Equestria, c'est 5 jours dédiés aux chevaux, des milliers de visiteurs. Et ça, en plein centre-ville, dans le haras créé par Napoléon en 1806. C'est ici qu'est né le cheval navarin, le meilleur à l'époque pour la cavalerie. La race a malheureusement disparu aujourd'hui. Bon, maintenant je vais rejoindre mon guide, Benjamin Ayot. C'est le magicien des spectacles équestres. Benjamin ? Oui. Chez Émilie. Bonjour Émilie, je t'attendais. Enchanté. Ça va? Hop là, bonhomme, viens là, viens là. Enchanté, excuse-moi. C'est ton cheval? Ouais, c'est mon cheval. C'est le cheval qui est dans le spectacle ce soir. Ah oui, donc c'est toi, le metteur en scène du spectacle phare d'Equestria. Ouais, la nuit des créations pour Equestria, qui est le moment nocturne du festival. Comment est-ce qu'il t'est venu cet amour pour le cheval? J'étais fasciné par les chevaux et on faisait beaucoup de spectacles de rue. Mon père nous a amenés faire du spectacle de rue un peu partout en Europe. Et j'ai vu des chevaux travailler de façon formidable. Et de là, j'ai commencé à... C'est devenu le feu. Et j'ai récupéré, avec l'argent qu'on gagnait en spectacle de rue, à 6 ans et demi, j'ai acheté mon premier cheval. Émilie, maintenant, ce que je te propose, c'est t'accompagner dans les coulisses pour aller rencontrer Jean-François Pignon. Ça va? Ah oui, j'aimerais beaucoup. Allez, viens. C'est un de tes artistes phares? Ah ouais, c'est lui qui termine et qui clôture la nuit des créations. Et tu vas voir, c'est surprenant. Ça fait plus de 30 ans que Jean-François danse avec ses chevaux. Très jeune, il est tombé sous leur charme. Il les approche avec une grande tendresse, en toute liberté. Résultat, ces spectacles font le tour du monde. Dans le film Danse avec lui, Mathilde Seigné et Samy Frey ont fait appel à son talent. On est dans l'après-midi avant le spectacle et ce moment-là est dédié pour vérifier si la relation entre lui et ses chevaux est assez fortement installée pour que ce soir le spectacle soit possible dans des bonnes conditions. Pourquoi est-ce que c'est ton spectacle phare? Parce qu'il y a déjà un nombre de chevaux important. Et Jean-François présente les chevaux complètement libres. Il n'y a pas d'enraînement, il n'y a rien. Les chevaux sont comme s'ils étaient en extérieur. Moi, ce qui m'intéresse, qu'on soit sur les chevaux ou en liberté, c'est de présenter ce que le cheval est. Pas vraiment ce qu'on veut en faire, mais ce qu'il est à l'état naturel. Et comment après, avec ça, on peut commencer à jongler. Et les finesses qu'il peut y avoir dans les comportements. Là, tu comprends bien que tu vois, les ordres sont très fins. C'est un petit mouvement, un regard, une expression. Et à partir de là, les chevaux savent exactement qu'est-ce qu'ils vont avoir à faire. Et hop, quelles vont être les prises de discussion à un moment donné avec. Et Jean-François fait ça depuis tellement longtemps et avec tellement de panache que cette lecture-là du cheval, mais il l'a développé très fort.
Est-ce que c'est vrai pour toi que le cheval est le meilleur ami de l'homme? Je pense que le cheval a fait partie de la construction et de l'évolution de l'homme. Quand le moteur est arrivé dans notre évolution, on a perdu quelque chose de très riche qui est ça, qui est justement la relation à lui. Et doucement, on le voit, on fait un espèce de retour à la nature parce qu'on a besoin de ces sensations-là, on a besoin d'avoir ce retour-là. Et le cheval nous donne un retour qui est fondamental et c'est de là qu'on dit qu'il est le plus noble animal. Et le meilleur ami de l'homme, c'est tout simplement parce que ce retour-là est fondamental pour notre compréhension à nous et pour notre évolution. Jean-François, je te présente Émilie et l'idée, ça serait de lui faire vivre un peu une aventure avec les chevaux. On vient de regarder ces répétitions avec attention. C'est extraordinaire ce que vous faites. Merci. Je pense que le public apprécie le fait que justement ça soit un vrai troupeau parce que là, quand elles sont à la maison, par exemple, elles vivent ensemble. Donc c'est vraiment, voilà, j'essaye de m'intégrer dans ce troupeau et puis de faire quelques chorégraphies. J'ai commencé avec un agneau en fait. Avant de commencer avec les chevaux, parce que j'avais pas de chevaux. Rien à voir avec le cheval alors? Non, bah, rien à voir, mais en même temps, c'est quand même un animal et une proie. Et j'avais pourtant chien et chat à la ferme. Et donc, dès 7 ans, j'avais envie que cet animal qui, à l'origine, était pas fait pour me suivre. Enfin, en même temps, on dit suivre comme un agneau, donc j'avais sans doute pas de mérite. Mais voilà, ça m'amusait. Et puis, du coup, je marchais, l'agneau me suivait. Et quand Gazelle est arrivée à la maison, ben, Gazelle, c'était ma première jument. Oui. On a tout simplement essayé, j'ai tout simplement essayé de renouveler un petit peu les sensations que j'avais avec l'agneau. Et voilà, et ça a démarré comme ça, tout doucement, tout simplement, et sans objectif de faire du spectacle. Juste, voilà, un gamin qui veut s'amuser avec un animal. Je vois que vous leur parlez pas. Non, c'est tout dans le gestuel en fait. Tu vois, là, on sent qu'elles sont connectées. Regarde, celle là-bas voit ma main, et je peux régler celle-là au visuel. Et puis quand ça coule tout seul, on touche à rien. Il faut à chaque fois que tu fais une action que le cheval ait le temps d'analyser. Mais ce qui est beau, c'est justement cette puissance que dégage un cheval. Il n'y a quand même pas beaucoup d'animaux qui peuvent porter un être humain et puis passer des obstacles. Et c'est une puissance incroyable. Et à côté de ça, c'est une subtilité extraordinaire aussi, où tout passe par les sensations, les choses comme ça. Et c'est ce qui me fascine en fait. Voilà pourquoi le cheval. Merci beaucoup Jean-François. C'est gentil de nous avoir éclairé sur cette magie finalement qui s'opère entre toi et tes chevaux. Je te souhaite bon courage pour ton spectacle. Merci. Je pense que tu n'en auras pas, si tu besoin. veux retourner chez toi avec celui-là, pourquoi pas? Je peux repartir chez moi avec lui, il voudra bien. Oh, je sais pas. Ah non, tu manges pas. Hein. Tu fais un selfie? Ah fais une tête de canard. Ah, c'est mon défi sportif. Ton défi sportif se situe au 35e régiment d'artillerie parachutiste. Bonne chance. Ça sent les militaires. Tarbes, c'est la capitale de la Bigorre. On n'est qu'à 2 heures de route de l'Atlantique, et pour la Méditerranée, c'est 1 heure de plus. Je suis attendue au sud de la ville par les parachutistes du 35e régiment. D'habitude, ici, personne ne rentre. Bonjour. J'ai rendez-vous avec le chef de corps à l'intérieur. Allez-y. Merci. On ouvre les portes de l'unique régiment dont les soldats peuvent intervenir à tout moment, partout dans le monde. Des soldats qui sont aussi des parachutistes surentraînés. Le maréchal Foch, qui n'était à l'époque que colonel, a commandé cette caserne entre 1903 et 1905.
La Deuxième Guerre mondiale a détruit les anciens bâtiments. Ils ont été reconstruits en 1947. Bonjour. Bonjour. Émilie, Bonjour. c'est avec vous que j'ai rendez-vous pour mon avis Absolument, sportif. absolument. Bienvenue au 35e régiment d'artillerie parachutiste. Merci beaucoup. Alors, je sais absolument pas ce qui va m'arriver, mais je suis très contente d'être là. Eh bien, écoutez, on vous a prévu un programme tout en lumière. J'ai avec moi le capitaine Samy. Enchantée. Qui va vous permettre d'être en immersion pendant les quelques heures qui sont devant nous et de faire un certain nombre d'activités qui vont vous révéler ce que sont les militaires. Ah, je crois qu'il y a un défi sportif qui m'attend. Ouais, et je crains le pire. Absolument. Votre présence ici, elle n'est pas gratuite. Et donc, on va vous demander de faire comme nos soldats, c'est-à-dire de se préparer et de s'entraîner pour pouvoir partir en mission. Donc pour cela, je vais passer la main au capitaine Samy. Et j'ai bien fait de prendre un petit déj alors. Absolument. J'espère que vous êtes bien prête. Merci, je pense que je suis entre de bonnes mains. Absolument. On va s'occuper de... Alors donc première activité d'ordre physique, donc voici ta tenue. Tu peux te changer dans la pièce qui est juste ici et moi je vais me changer aussi. Ah, c'est complet. On se retrouve juste dehors, ouais, et là il y a tout. On J'ai peut combien de temps abîmer. 2 minutes. 2 minutes, ok, À c'est tout de parti. suite. Ça rigole pas. Hein. Ok, à mon top, regardez bien, on fera une flexion, une extension. Allez, top. Allez, venez, suivez-moi derrière moi. Passage en barrage, on y arrive. Tout simplement. Ma jambe sur le côté, l'autre jambe. Non, non, tu sautes comme tu veux. Ok, je repars. Ok. Le but c'est pas de prendre de la vitesse, c'est vraiment d'y arriver tranquillement et Ok. prendre ses marques. En fait, il faut bien tendre la jambe. Ok. Allez, montez. En fait, t'as pas besoin de courir en arrivant. Tu t'arrêtes ici là. Ça va ou pas? C'est pour ça qu'on a mis des buissons ici, pour amortir. Donc les buissons sont faits pour ça. Exactement. Très bien. Il n'y a pas de bobo, c'est bon? Personne ne s'est fait mal. Donc on va aller sur l'obstacle du rampé. Allez, c'est parti. Allez, ça enchaîne directement. Ouais, bah. J'essaie. Voilà. J'ai pas trop glissé. Et c'est Tu comment mouines là? avec les jambes. Tu mouines avec les jambes. Là, j'ai la jambe bien là. Voilà, c'est bien. Et tu mouines avec les deux jambes. Très bien. Voilà. Et souffle bien. Ah, c'est physique. Ça fait mal au coude. C'est censé être pour s'échapper. Un panache de barbelé. Je m'échappe pas très vite là. Souffle bien. Mettez les deux mains à plat. Voilà. Et là, t'avances comme une araignée. Ouais. Comme ça. Une araignée handicapée, non? Une araignée Allez, blessée. t'es presque au bout là. Allez, on y arrive. Allez, tout au bout, c'est bien. Un dernier effort. Qui est derrière? Ok, là, on se relève et on est prêt à repartir pour l'obstacle suivant. Pardon. Voilà, ça c'était la partie gentille. Maintenant, une surprise de taille t'attend. On va devoir prendre la voiture, aller dans un autre endroit tout près d'ici. Et j'en dis pas plus, c'est une surprise. Ok, on y va. C'est parti. Émilie, enchanté, je m'appelle Mickaël. Enchantée. Donc ton troisième défi de la journée, Ouais. ça va être de sauter en parachute avec moi. Je le sentais venir. Voilà. Avec toi. Avec moi. Ça va, parce que toute seule, je peux pas encore le faire. Ça va bien se passer. Je vais t'équiper avec le harnais. Ensuite, je mettrai le parachute parce qu'il faut quand même qu'on ait un parachute pour sauter. Accessoirement, c'est mieux, oui. Ensuite, on embarquera dans cet avion. On fera un petit quart d'heure de montée pour monter à l'altitude de largage. Ensuite, on va se jeter dans le vide. Je t'expliquerai les positions, etc. On va partir pour 35 à 40 secondes de chute libre à 200 km/h. Ouvrir le parachute à 1800 mètres. Et ensuite, on fera 5 à 7 minutes sous voile si tu es en forme. Voilà. C'est comme aller chercher une baguette de pain à la boulangerie. Pareil, la même chose. Voilà. Parfait. C'est bon? Motivé? On s'équipe? Motivée. Alors, je vais te demander de me tourner le dos pour mettre le pied droit. Donc, tu mets le pied droit ici, voilà. Le pied gauche ici. Avec les mains, tu prends les cuissardes et tu les remontes jusqu'en haut. Ok. Voilà. Après, comme un sac à dos, à droite, à gauche, voilà. Nickel.
Il faut savoir que les militaires en opération, ils sautent avec des sacs, avec de l'armement, avec des vivres pour une semaine, 15 jours, en autonomie ou pas. Ça peut aller jusqu'à 250 kilos. Alors on compte le parachute, le poids du passager et le poids du pilote tandem. Allez, droit devant. On y va? On y va. Allez, j'embarque en premier. Allez, hop. Bon, comment tu trouves la vue? C'est sympa, hein? Il y a pire. Ah, c'est clair. Tu te rends compte que ton bureau, il est absolument génial. Alors, on va se placer face à la cible. Et comme ça, tu vas prendre la position d'atterrissage après. Ok. D'accord? Tu me dis quand je la prends, hein? Dès que je te le dis... T'es prête? Allez, Oui. prends-la. Allez, relève bien les jambes. Relève bien les jambes. Hop là. Génial. Attends, je vais te desserrer. Ah, c'était une tuerie. Ah, Allez. j'arrive pas à me lever. Allez, je te décroche. Hop. Ah, ça fait bizarre d'être sur le sol. Ah, me pousse pas comme un sac à patates. Allez, viens. Ça va? Ouais, on est mal si on atterrit comme ça sur les zones de combat. Bravo. Félicitations, Émilie. Merci, toi aussi. Tiens, je savais enlève que tu le casque. stressais pour ce défi. Ouais, un petit Mais peu. tu t'en es bien sorti. Ça va, ça va, ça va. Heureusement que tu étais là, en fait. Et voilà, une petite photo souvenir avant de partir. Voilà. Bonjour. Bonjour. Je suis affamée. C'est une bonne chose. Est-ce que vous avez des spécialités locales ou régionales ici? Tout à fait. En fait, vous êtes tombé au bon endroit parce qu'ici, nous travaillons que des produits locaux en circuit court et tout est fait maison. Si vraiment vous voulez découvrir quelque chose de vraiment typique, je vous propose le porc noir. Ah, écoutez, je vais goûter la salade, je pense. Eh ben, avec grand plaisir. Je m'installe, je vous attends là-bas? Oui, très Ok. bien. Ah, Et voilà. Tenez. vous régalez. magnifique. Il est particulièrement rouge, ce jambon. Ah, ça, c'est lié à la spécificité du porc noir. C'est un cochon qui est élevé en plein air et qui mange différents types d'aliments. D'accord. Il n'est pas élevé en batterie, ce cochon? Ah non, absolument pas. On élève 8000 porcs noirs à l'année contre 25 millions de porcs classiques. Mais il est extrêmement rare, ce cochon. Ah oui, effectivement. Et il est élevé sur un territoire qui est très, très petit. D'accord. Et ça va beaucoup changer en termes de goût? C'est nettement plus fort. Et en plus, ça a une connotation vraiment boisée. Voilà, D'accord. du fait qu'il mange des glands de châtaignier notamment. Bon, bah, on Et va la goûter couleur ça. est liée au fait aussi qu'il mange de l'herbe. Donc c'est un antioxydant, d'où ce rouge très prononcé. D'accord. Je vous souhaite un bon appétit. Merci beaucoup. Merci à vous. Ah oui, c'est ça. Il y a un goût de fumée, un goût de châtaignier. On sent même un petit peu, je sais pas si vous allez comprendre, un peu de forêt.
Ce qu'on m'expliquait, c'est que j'ai bien failli ne jamais goûter ce porc noir de Bigorre. Parce que dans les années 80, il a failli complètement disparaître. Il en restait plus qu'une trentaine à peu près. Et c'est une poignée de paysans passionnés qui ont réussi à faire survivre la race. Quel lieu insolite Manu a-t-il bien pu trouver cette fois? Manu, vous savez, mon ami photographe, celui qui fait de l'urbex, de l'exploration urbaine. Je dois le retrouver dans une ancienne fabrique, l'usine Housteau. Manu? Ouais, on est là. Ça va? Ouais, toi? Oui. Bonjour. Je te présente Jacques. Bonjour. Comment ça va? Propriétaire des lieux. Émilie, enchantée. Très bien, Émilie. Oui, maintenant, je suis un des propriétaires de ce lieu, puisque c'est mon arrière-grand-père qui a fondé cette tuilerie, briqueterie, qui a servi notamment à l'agglomération de Tarbes pour la construction des casernes, de l'arsenal et par la suite de l'extension de toutes les belles villas que l'on peut voir encore à Tarbes. Et il y avait combien de personnes qui travaillaient ici? Alors sur le site, on est arrivé en gros à 220 personnes. Et au total, l'ensemble de l'industrie, enfin de la société, a embauché dans les 300 personnes à Tarbes. Au niveau du rayonnement là, du sud-ouest. Alors le rayonnement, ça a été sur la région sud-ouest, mais ça a été aussi pas mal d'exportations, et notamment en Afrique du Nord à cette époque-là, pour les pavés qu'il y avait notamment au port de Tunis. On a fabriqué les pavés dans les années 1905. Ok. Jacques, on remarque ces briques rouges que j'ai vues un petit peu partout dans la ville de Tarbes. Est-ce que vous pensez que cette tuilerie a joué un rôle important dans l'histoire industrielle de Tarbes? Ça a joué. Bon, il y avait déjà des briques rouges avant la construction, mais c'était fait d'une manière que c'est artisanal. Là, c'est passé au niveau que c'est industriel, ce qui a réduit les coûts fortement et qui a permis de belles constructions dans Tarbes, notamment aux briques vernissées, comme vous pouvez voir ici, une brique vernissée noire. Après, vous en voyez sur la façade des vertes, des bleues ou des briques blanches. Alors ça, c'est de l'argile blanche. On peut rentrer et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors nous voici au niveau des fours, c'est-à-dire la partie où on cuisait les briques et cesser les tuiles. Si vous voulez, on va rentrer, c'est dans un four, bien sûr, qui ne fonctionne plus. Ne craignez rien. On vous suit. Alors nous voici dans le four le plus vieux de cette tuilerie, puisqu'il date de l'origine. Donc vous voyez la galerie du four. On croirait que c'est un tunnel, mais en définitive, c'est un four. Alors il faut se représenter que le foyer était là. Les portes de service, elles étaient refermées, bien sûr. Et le combustible arrivait par les bouches que vous voyez au plafond. C'est les puits de chauffe, où le charbon, on l'amenait, on le faisait tomber, que c'est à l'intérieur, et ça cuisait. Donc, il fallait du personnel en permanence, jour et nuit, pour surveiller, ça c'était la cuisson. On va en faire une deuxième, Jacques, encore sur votre droite. Décalez-vous. Un peu sur la droite. Et avec Émilie aussi, ouais. Ici? C'est un peu décor de cinéma, quand même. Comme ça, je monte sur une marche. Ah, et pour être à la hauteur. J'ai l'air Voilà. très grande comme ça. Et moi, je rapetisse. Mais c'est pas grave. Il y a un petit côté surnaturel, moi j'aime bien les lieux comme ça devient mystérieux après. C'est un tout petit escalier pour y aller, faites attention. Intéressant. Je dois pas respirer? Merci beaucoup pour cette visite. Mais de rien du tout, ça a été avec un grand plaisir. Qu'est-ce que vous allez en faire de ce lieu? C'est possible de lui donner une seconde vie? Alors, on réfléchit depuis pas mal d'années. Je crois que l'on va aboutir à donner une deuxième vie. Ça représente une charge, mais je suis content de voir qu'il y a du monde qui s'intéresse au site et qu'il y en a beaucoup qui essayent de nous aider et de trouver c'est une solution. Allez, un petit selfie avant de partir. Jacques, un sourire. Et ben voilà.
c'est déjà la fin de cette aventure en Bigorre. J'espère que vous avez passé un bon moment à mes côtés. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes au sud.